Bienvenue sur le podcast Les mots de l'âme, le podcast de la spiritualité incarnée qui t'accompagne à vivre une vie consciente et alignée à ta vérité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On dit souvent que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Pourtant, qu'il soit choisi ou subi, le changement nous fait peur. Il nous paralyse, il nous angoisse. Mais alors que se passe-t-il exactement dans cet espace vide? Cet entre-deux où l'on a quitté le rivage connu, mais où l'on ne voit pas encore la nouvelle terre. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois Pauline. Elle a une approche holistique fascinante puisqu'elle est psychopraticienne, sophrologue et praticienne EFT. Ensemble, nous allons décortiquer la peur du changement et apprendre à naviguer la transformation. Bonjour Pauline, bienvenue. Bonjour Corinne et merci de m'accueillir ici. C'est un réel plaisir. Tu as déjà pu me présenter un petit peu. Alors Euh, justement, je vais te laisser peut-être te présenter à nos auditeurs qui justement ne te connaissent pas, simplement avec tes mots, comment tu accompagnes, qui tu es. J'accompagne les femmes en individuel et en collectif avec une approche très intégrative qui relie la tête, le corps, les émotions. Mon intention, c'est vraiment d'aider les femmes à se libérer du stress, à accueillir leurs émotions, à reconnaître leurs besoins, à poser leurs limites pour qu'elles puissent vivre une vie beaucoup plus alignée, plus sereine et plus épanouie. J'anime aussi des ateliers, des cours, des retraites de yin yoga et je suis l'autrice de Femmes cycliques, de la sophrologie, de mon cahier sophro. Et ce qui me tient particulièrement à cœur là, dans le changement en tout cas, c'est de montrer que la transformation ne passe pas seulement par la compréhension mentale, elle passe par le corps, par l'émotion et par l'expérience. Absolument. Et du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet justement avec cette peur du changement. Pourquoi c'est tellement dur en fait? Pourquoi biologiquement ou même psychologiquement, l'être humain, il résiste parfois à ce changement, même si c'est bon pour lui. Mais la peur du changement, elle est complètement normale et légitime. En réalité, c'est un mécanisme de protection. Elle vient de notre système nerveux, de notre cerveau archaïque, qui sont tous les deux programmés pour assurer clairement notre survie. Leur rôle, hein, c'est de détecter un danger, d'envoyer un signal d'alerte. Et là, concernant le changement, ce qui est important à comprendre, c'est que le système nerveux ne fait absolument pas la différence entre un danger réel, comme une voiture qui va trop vite, qui traverse, qui nous coupe la route, ou un danger symbolique, comme le fait de changer de travail, de poser une limite, de dire non ou d'oser clairement être soi. Et là, typiquement, dans mes accompagnements, ce que j'observe le plus souvent, alors je travaille avec des femmes, mais ça va pour tout le monde, c'est qu'il y a des résistances très humaines face au changement. On va retrouver la procrastination, on va retrouver l'auto-sabotage, on va retrouver la confusion mentale, l'hypercontrôle, ou vraiment au contraire une forme de fatigue et d'inertie totale où on ne bouge plus, on est là avec soi et on ne sait absolument plus prendre position. Et beaucoup de femmes que j'accompagne peuvent me dire, mais je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas. Tu vois, cette sensation de je sens que quelque chose bloque dans mon corps Oui, et j'arrive pas à aller au-delà. Et là, il faut vraiment se dire que c'est notre cerveau. Le cerveau, lui, il va toujours préférer une situation connue, même oui, quand ce connu, il est mais complètement inconfortable, qui ne nous convient plus du tout. On n'est plus du tout aligné, en accord avec nos choix, notre vie, les situations que l'on est en train de traverser. Mais la peur, elle se déclenche quand on est dans cette forme d'insécurité, en fait. Le cerveau, lui, donc, il préfère toujours quelque chose de connu, même quand c'est inconfortable. Et c'est absolument pas un problème de volonté. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. c'est peut-être un des symptômes typiques, je trouve, chez les personnes justement qui sont bloquées.
totalement. Et elle se culpabilise de ne pas arriver à prendre une position. Donc de pouvoir déjà se rappeler à soi, ok, c'est pas un problème de volonté, c'est juste mon système nerveux qui se met en mode survie. Et là, clairement, ben, j'ai besoin d'aide. C'est tellement beau de pouvoir le reconnaître. Parce que la peur, en fait, elle est toujours là pour essayer de nous protéger, de protéger quelque chose, que ce soit ben, une identité, une habitude, un schéma, une loyauté, un équilibre. Elle est vraiment là pour essayer de protéger quelque chose. Ça, c'est important de pouvoir l'ancrer. Et peut-être que justement, le fait de faire la démarche de demander de l'aide, c'est déjà en fait une démarche vers le changement, justement. C'est vraiment le signe qu'elle a envie de bouger, quoi, en dehors de cette volonté de... Voilà. Mais totalement. C'est de se dire, d'accord, là, je suis prête à aller explorer cette peur. Et c'est déjà un pas immense, immense. Faut pas sous-estimer le fait de demander de l'aide. Et une fois qu'on en est là, on comprend aussi, donc la personne vers qui on va nous apprendre à reconnaître que la peur, c'est pas un ennemi. Et quand on comprend ça, on arrête aussi de se juger. On peut commencer à ouvrir des portes, à avancer autrement. On comprend que la peur, elle n'est pas là pour nous saboter. Vraiment, elle est là pour nous protéger. Ça, c'est vraiment un ancrage. Et elle a juste besoin, cette petite peur, d'être rassurée et pas d'être combattue. Voilà, c'est vraiment de rapporter de la sécurité à son corps avant même d'aller chercher ce qu'il y a dans le mental derrière cette peur. Et c'est là que le travail sur le corps, sur les émotions et les pensées deviennent essentiels selon moi. Parce que la peur, elle est avant tout corporelle. Avant d'être mentale, elle est corporelle. Elle se manifeste par des sensations corporelles. Donc là, on a pu voir comme des sensations, par exemple, de blocage. Oui. Donc on peut la calmer par de la respiration, de l'ancrage, du mouvement, de l'EFT, par la présence aussi, le simple fait d'être présent à soi, à ce qui se vit à l'intérieur de soi, à pouvoir nommer cette peur, de la reconnaître, de lui laisser de la place et de l'espace pour être là, pour vivre, pour nous apporter ces messages, c'est déjà hyper précieux. Donc c'est vraiment d'apprendre à dire à cette peur, merci, je t'ai entendu, je sais que tu es là, tu peux te détendre, voilà, vraiment apporter cet espace-là et dire à ton corps, ok, on peut avancer quand même. Même si j'ai peur, je t'entends, je sais que tu es là, tu es entendu, on va avancer ensemble. Voilà, vraiment prendre son émotion par la main et ne pas en avoir peur, ne pas la combattre, euh, la regarder avec compassion. Voilà, D'ailleurs, ça c'est me fait... vraiment ça selon moi. Euh, et que c'est à partir de là que le changement peut devenir possible. Et j'ai envie de rebondir sur deux choses en fait que tu as dites. En fait, la manière dont tu expliques ça, ça me fait vraiment penser en fait quand tu cajoles un enfant en fait. Donc cette histoire d'enfant intérieur, en fait, je l'ai reconnue dans tes propos à cet endroit-là. Parce que vraiment, ce que tu disais, c'était, voilà, on cajole cet enfant qui doit être reconnu, vu, puis s'exprimer. Donc on est vraiment peut-être aussi dans une forme de travail avec l'enfant intérieur quelque part là, ici. D'ailleurs, c'est des sphères que l'on peut travailler, même en sophrologie ou dans d'autres pratiques ou techniques d'accompagnement, hein, aller observer cet enfant intérieur, de pouvoir le questionner, le rassurer sur cette peur-là, où est-ce que cette peur prend naissance en réalité, et de pouvoir le rassurer, de pouvoir lui dire, OK, je suis là, tu n'es plus seul, je t'ai entendu, on y va ensemble, je te prends la main, on y va. Et de pouvoir vraiment rassurer cet enfant intérieur et puis cette part de soi ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment ça effectivement, c'est de lui prendre la main, de le cajoler comme tu dis. C'est important de savoir si c'est quelque chose qui est hérité ou inconscient, ou on s'en fiche de l'identifier. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de travailler sur l'émotion qui est associée, l'accueillir. C'est plus intéressant que finalement de l'identifier. Alors je dirais aujourd'hui que oui. Il y a un temps, je t'aurais dit que non, que j'aimais tout comprendre, analyser, aller chercher la racine de la problématique. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que j'aime accompagner ce qui se manifeste
ici et maintenant dans le corps et de traiter ce qui se passe dans le corps, ce qui te traverse. C'est, OK, je prends ce qui est là et je l'accompagne. Et est-ce qu'il y a des choses qui remontent ou pas? On laisse venir ce qui doit venir. On va pas chercher toujours une racine. On prend ce qu'il y a dans l'instant présent. Où est-ce que cette peur, elle se manifeste dans mon corps? Où est-ce qu'elle se situe? Quelle est l'intensité de cette peur? Comment je peux accompagner cette sensation? Parce qu'en accompagnant cette sensation, en amenant de la circulation dans cette émotion-là, elle se libère. J'aime croire que ce qu'il y a de plus profondément ancré ou hérité se libère avec cette sensation. Oui, et puis moi j'avais entendu, il me semble, que quand on va trop chercher le comment du pourquoi, on recrée finalement une espèce de micro-traumatisme, puisqu'on revit, voilà, c'est un peu le cas selon les hypnothérapeutes, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc c'est vrai que finalement, de laisser cette... Si on a l'info, je pense que c'est pas mal, mais après de laisser de côté et puis surtout de s'intéresser à ce qui va pouvoir amorcer le changement, c'est peut-être plus intéressant, quoi. Exactement. En fait, selon moi, c'est si on cherche toujours à analyser, ben on reste dans le mental. La question, elle est corporelle. Donc, on ne peut pas libérer des couches émotionnelles en restant dans le mental. Donc, c'est vraiment de descendre du mental vers le corps, tu vois, vers cet ancrage, ressentir ici et maintenant ce qui se passe dans le corps, revenir dans ses appuis, ah, prendre le temps de respirer, tu vois. Là, par exemple, pour pouvoir apaiser ton système nerveux ici et maintenant, c'est, tu vois, t'inspires ici en 4 temps, tu suspends ta respiration là pendant 2 secondes et tu expires en 6. Tu vois, j'inspire en comptant jusqu'à 4, rétention d'air en comptant jusqu'à 2 et j'expire en comptant jusqu'à 6. Et si tu fais ça et que tu allonges déjà ton expiration, tu envoies un message de sécurité à ton corps. Donc là, typiquement, dans la peur, c'est OK, je t'ai reconnu, merci, je t'ai entendu, je respire avec toi et on va y aller. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Ouais, ouais, totalement, je partage aussi cette vision. Et du coup, une fois qu'on a traversé un petit peu cette zone de turbulence, on se retrouve effectivement dans un entre-deux. Et moi, je trouve personnellement, parce que pour, comme tout le monde, avoir traversé ces phases, l'entre-deux, finalement, c'est pour moi la pire, parce que on est dans un vide, on ne sait pas trop ce qui va venir, on a perdu entre guillemets l'ancien, le nouveau on l'a pas trop entrevu, mais il faut quand même y aller, donc ça crée vraiment une zone d'inconfort en fait. Donc ce moment de flou qui est inconfortable, comment on peut le vivre sans vraiment être en alerte et paniquer? Bon, je sais que tu nous as donné déjà des tips hein, par rapport à cette transformation qu'on peut reprendre, mais c'est vraiment une période où il faut pas paniquer. Tu as déjà dit pas mal de choses sur cet entre-deux, qui est une zone vraiment de turbulence. Cet entre-deux, c'est le moment où on prend conscience que l'ancien ne fonctionne plus du tout, mais où le nouveau n'est soit pas là, Oui. soit il est absolument pas stabilisé, voire mais complètement inconnu. C'est cette zone-là d'inconnu qui fait qu'on se retrouve dans une zone de turbulence et c'est complètement normal à cet endroit-là que ce soit hyper inconfortable. Oui. Parce que lui, le cerveau, il a besoin de, tu vois, de comprendre. Le corps, il a besoin d'ancrage. Et ici et maintenant, waouh, le système nerveux, il dit, mais il y a de l'insécurité plus plus. L'idée, là, c'est de se dire déjà toujours de se ramener de la compassion. Vraiment. C'est ça. C'est se rapporter de l'amour à cet endroit-là. Se dire qu'on a le droit de ressentir de la confusion, de la fatigue, des doutes, parfois même une forme d'agitation intérieure. On parlait d'inertie tout à l'heure, mais on a aussi le droit d'avoir cette forme d'agitation interne et que aucun de ces signes, aucun de ces ressentis n'est un signe d'échec ou un signe de dire waouh, j'y vais pas. Oui. Tu vois, c'est vraiment un signe justement de passage, un signe de transition qu'il faut accompagner, qu'il faut apprendre à accompagner. Et dans cette phase-là, l'important aussi, c'est de ralentir. Ah bah c'est ce que Ouais, j'allais dire. ouais, de vraiment ralentir
on parlait tout à l'heure de ce mental, donc c'est de passer du mental pour revenir à ton corps et de fractionner les étapes. Tu vois, de s'autoriser à, à ne pas tout savoir, à ne pas tout contrôler, à ne pas tout comprendre dans l'immédiat. C'est de retrouver de la sécurité dans le chemin, dans ce chemin de transition et surtout de revenir, de ralentir pour se reconnecter à l'instant présent. C'est hyper intéressant parce que je ne sais pas si tu l'avais écouté, mais j'avais fait un podcast avec Sophie Lise sur le deuil de la relation, où dans lequel en fait elle nous transmettait qu'il y avait des étapes, mais finalement ici dans l'entre-deux, on se retrouve également à avoir des étapes un peu comme dans un deuil en fait finalement, le deuil de l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc quand je t'écoute, ça fait vraiment ces étapes en fait. Je pense que toute guérison a ces étapes-là. Et justement, de fractionner chacune des étapes dans n'importe quel chemin de guérison, c'est important. De se rappeler que la guérison, elle est progressive et d'y aller avec douceur. Ah bah, si on brûle les étapes, forcément la transition se passe peut-être beaucoup moins en douceur, c'est certain. Et du coup, dans ces moments de vide, effectivement, il peut y avoir des remontées inconfortables, émotionnelles, notamment les angoisses. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous ancrer, ou en tout cas de ne pas nous laisser s'emporter dans un scénario un petit peu catastrophe dans ces cas-là, ou peut-être que tu as quelque chose, une pratique qui pourrait aider dans ce moment d'entre-deux? Déjà, pour ça, comme je le disais, c'est de redescendre du mental qui a tendance à chercher, à comprendre, à tout contrôler, à tout analyser. Tu sais, j'ai l'impression vraiment que quand il y a un changement qui se présente à nous, le cerveau, lui, il est en mode PowerPoint. Il essaie de remplir les inconvénients, les avantages, alors que c'est pas ça. Tu vois, il faut sortir de ce mécanisme de chercher à tout contrôler, tout analyser, parce que souvent, en fait, c'est décrit, ou en tout cas, c'est influencé par les expériences du passé. Tu vois, les expériences du passé vont nous permettre de nous guider. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, dans le mental. Alors que si on écoute son corps, sa respiration, qu'on ressent au niveau de ses épaules, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que réagit mon corps? Ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, lorsqu'on pense à un changement, quel qu'il soit, et que la peur nous maintient dans l'ancien, c'est d'observer son corps dans les deux situations. Tu vois? Oui. J'observe les deux situations qui s'offrent à moi Mhm. et je ressens ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que quand tu te projettes dans les situations, ton corps, il s'ouvre? Est-ce qu'il se referme? Comment est-ce que ta respiration se manifeste? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce que ton corps est plutôt lourd, ancré ou justement inconfortable? Tu vois, déjà, ça te donne un guide, ça te donne un message d'où est-ce que tu te sens le mieux. De ne pas écouter son mental, mais de redescendre dans la manifestation de son corps, de ses épaules, de ses bras, de son ventre, de sa gorge. Tout ça sont autant de messages de ton corps. Et ton corps, c'est avant même ton mental. C'est ce fameux revenir au moment présent finalement. Exactement, c'est de trouver un ancrage, de pouvoir se reconnecter à l'instant présent. Alors déjà, ça, tu peux le faire très facilement. Par exemple, tu sais, tu ancres tes pieds dans le sol, tu ressens les points d'appui, les points de contact contre le sol, tu prends le temps de respirer ici dans ces points d'appui pour retrouver de la présence, de l'ancrage, de la sécurité, de te sentir soutenu Oui. par la terre ici et maintenant et utiliser ton corps comme une boussole intérieure. Ce sont des tests musculaires qui sont inspirés de la kinésio. C'est tout simplement de ressentir son corps dans l'ici et le maintenant, bien ancré, de pouvoir se projeter peut-être dans le changement et de laisser son corps se pencher légèrement vers l'avant. Et est-ce que son corps ici tient en place? Est-ce que ton corps reste bien ancré ou au contraire, est-ce que ton corps est aspiré vers l'avant et est-ce que tu perds l'équilibre? Si ton corps
pars vers l'avant, que tu perds l'équilibre, c'est clairement que ton corps il n'est pas aligné avec cette décision. Mm. Tu vois? Alors que quand ton corps, si tu le penches vers l'avant, il est là, il est bien ancré, il est aligné, il est stable, alors c'est que clairement ton corps, il sait, il te guide, il te dit, OK, là, on est bien, on est en sécurité. Et c'est parfois dans des choix dans lesquels on s'y attend absolument pas. Ça, c'est sûr, mais le corps est vraiment un bel indicateur. Je me souviens qu'on l'utilise en radiesthésie quand on n'a pas de pendule. En fait, on l'utilise comme un pendule parce en fait, c'est un conducteur et il nous montre vraiment la direction, quoi. Mais on lui fait pas assez confiance, on l'apprend pas assez. Mais justement, par ces techniques-là, je trouve que c'est très important de le remettre au goût du jour. On l'apprend pas assez parce que dès qu'on est tout enfant, un jeune enfant, on nous apprend à taire nos émotions, à ne pas ressentir notre corps et à être dans le mental, à contrôler, à analyser. On en revient au même, hein, c'est-à-dire que même là, dans le changement, c'est le reflet, c'est à l'instar de la vie, de la société et de la manière dont on est éduqué en réalité. Ouais. Donc, effectivement, revenir dans le corps, ressentir comment est-ce que notre corps nous envoie des messages. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que notre corps est ouvert? Est-ce qu'au contraire, il se referme? Est-ce que je suis stable dans cette décision, dans ce cheminement à prendre? Est-ce que mon corps est stable? Est-ce que mon corps perd l'équilibre, comme cet exercice de la boussole là corporelle? Mm. Euh, et ça, c'est vraiment, dès lors qu'on arrive à revenir à son corps et à lui faire confiance et à se dire que le corps, c'est bien avant le mental, on peut l'écouter, on peut complètement lui faire confiance et se faire confiance. Ouais, je pense que d'ailleurs, dans tes accompagnements, ce qui est important, c'est qu'on réapprend à se faire confiance, en fait. Parce que bah, le cheminement de la vie fait qu'on n'a pas le temps de s'écouter. Et justement, je pense que c'est un cadeau, en fait, de s'écouter. Se faire confiance, ça passe par plusieurs étapes. C'est vraiment d'abord, j'apaise mon système nerveux. Sans lui, il nous fait croire qu'on est toujours, enfin, on est toujours en mode survie. Oui. Voilà, donc c'est d'apaiser déjà ce système nerveux, de ramener de la sécurité à cet endroit-là, d'apprendre à repérer nos mécanismes de stress personnels, hein, parce que c'est pas universel, d'apprendre à nommer, reconnaître les besoins, les émotions que l'on a et de poser des limites. Parce que selon moi, si on ne pose pas des limites, alors de soi-même, de soi-même envers les autres, hein, c'est d'arriver à poser les limites et se respecter à cet endroit-là, aide à entrer dans cet espace de confiance. Ah, c'est certain. Et du coup, là, on parlait de l'entre-deux. Et on a la dernière phase finalement qui est la phase de transformation, mais où en fait on va se reconstruire, où on accepte qu'on arrive dans un nouveau chemin. Mais ce nouveau chemin, quand est-ce qu'on peut savoir finalement que on y est? Parce qu'en off, on parlait de ça, parce que comme si on attendait vraiment quelque chose un peu de miraculeux de la fin de ce chemin, comme si voilà, on avait, tu sais, décroché le pompon. Mais des fois, on ne le voit pas forcément qu'on est déjà de l'autre côté, parce qu'on attend peut-être un ressenti corporel ou quelque chose, ouais, effectivement. Et déjà, se rappeler qu'il n'y a pas de fin. C'est une continuité. On Mm. a un cheminement et on avance avec soi et c'est une continuité qui est progressive. La transformation, elle demande bien souvent de faire le deuil d'une ancienne version de soi, mais pas que, et sans renier qui on a été, mais dans le sens plutôt de reconnaître certaines identités, certains réflexes, certaines protections qui ne nous servent plus, et de se dire que progressivement, on peut apprendre à vivre sans, à s'en libérer progressivement. Et en même temps, il y a l'accueil du nouveau. Tu vois, ces nouvelles sensations, de nouveaux choix que l'on a fait, de nouvelles permissions Oui, aussi. oui, Et comme tu le disais, on attend quelque chose de miraculeux. Et ça, je le vois, mais tellement dans mes accompagnements. Et où les femmes, elles se disent, mais je me sens pas changer, j'ai la sensation que rien ne change, alors qu'il s'est passé mille et une choses dans leur vie. Tu vois, ils ont pris des décisions, elles ont mis en place des choix, elles ont de nouvelles habitudes de vie et elles me disent, mais Pauline, j'ai la sensation que rien n'a bougé. Et quand tu leur demandes comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, elles se sentent mieux. Donc,
L'idée, ce n'est pas d'attendre une transformation spectaculaire. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, tu Oui. vois. Mais c'est absolument pas ce que je prône dans mes accompagnements. La transformation, selon moi, elle est quotidienne. Elle est progressive. Parfois, elle est presque invisible. Tu vois, on ne devient pas quelqu'un d'autre dans ce changement. On devient un peu plus soi. Et peut-être aussi ce qui pourrait aider, c'est de revisualiser de là où on est parti. Toujours, je sais que par exemple, il y a des coachs qui, non, ce c'est pas ton cas, t'es pas coach, mais ils te demandent en fait l'objectif parce qu'en fait, ils regardent en fait d'où tu pars. Parce que souvent, en fait, l'arrivée, on se dit, ah, il reste encore ça. Puis, mais en fait, de savoir d'où t'es parti, là, tu mesures vraiment tout l'accomplissement que tu as fait jusqu'à présent, en fait. Je suis d'accord. Alors moi, je suis pas une fan des objectifs. Je vais plutôt demander aux personnes de poser des intentions. Alors, c'est la même chose, hein, qu'on se le dise. C'est le mot qui change. Et je trouve que c'est plus doux et il y a moins de contraintes Oui. derrière. Il y a moins cette sensation d'échec. Tu vois, de poser l'intention de ramener du mouvement dans sa vie, c'est plus doux que de poser un objectif de je vais courir tous les jours. Auquel cas, on va se sentir en échec si on n'y arrive pas. Alors que d'amener cette intention de ramener du mouvement à sa vie permet de mettre en place des petites actions quotidiennes et progressives pour aller d'un point A à un point B. Pour autant, en fin de protocole, je ne serai pas de celle à aller réexplorer qui on était avant, mais de pouvoir prendre conscience de l'évolution. Et ça, tu peux le faire. Alors moi, je le propose en accompagnement individuel. C'est de mettre en place au début une roue de vie avec les axes à travailler. Par exemple, le sommeil, le stress, le bien-être au travail, le mouvement, justement, du temps pour soi, etc. Et de l'évaluer. Alors, elles Ah oui, oui. auto-évaluent la manière dont elles se sentent avec des notations de 0 à 10. 0 étant, je me sens complètement insécure, inconfortable, tu vois, Oui. et le 10, je me sens complètement alignée et bien et heureuse et épanouie dans cette sphère-là. Et à la fin du protocole, de pouvoir réévaluer ces axes-là, Oui. simplement. Et du coup, c'est vraiment une auto-évaluation. Là, je n'interviens pas et je les laisse avec ça, avec cette évaluation. Et généralement, quand elles regardent les deux roues de vie, elles voient qu'il y a énormément de choses qui se sont transformées par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et c'est peut-être plus gratifiant d'ailleurs, hein. Mm. C'est de redonner le pouvoir. C'est important que les femmes puissent, alors les femmes ou les hommes, hein, d'une manière générale, que les êtres humains reprennent leur pouvoir dans leur cheminement de guérison quel qu'il soit. Et de trouver un thérapeute, un coach, une personne, qu'importe, qui te redonne le pouvoir et qui te laisse ton propre libre arbitre. Et ça t'aide à te responsabiliser et à prendre des choix beaucoup plus conscients. Donc là, dans le changement, c'est hyper important de laisser plusieurs portes ouvertes et de laisser la personne sentir. Pour conclure, je voulais voir avec toi, qu'est-ce que tu pourrais dire ou nous dire sur les personnes qui n'osent pas sauter le pas pour justement aller vers ce changement ou cette transformation. Il y a des gens, en fait, justement, on a parlé tout à l'heure que peut-être le premier pas, c'était celui de s'autoriser ou de demander de l'aide, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui n'ose pas, qui se dit ça va être long, parce que n'oublions pas qu'on a quand même le schéma de la psychothérapie qui peut durer in vitam aeternam. Donc souvent, il y a aussi ce frein-là. Sans dénigrer la psychothérapie, qui Oui. peut être très importante et légitime à plein de niveaux, il n'empêche que la psychothérapie reste quand même énormément dans le mental. Et que selon moi, si on n'accueille pas ce qui se passe dans le corps, ben, on avance moins vite. Ah, Voilà. c'est un Ça, c'est partenariat, quoi. ma vérité. C'est ma vérité actuelle. Donc, de pouvoir accueillir une personne qui sent que déjà il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Elle se sent pas épanouie, elle se sent pas en accord, tu vois. Elle ne vit pas des choses qui lui ressemblent vraiment. Déjà là, il y a un changement à mettre en place, quel qu'il soit. Parfois, on se dit, ouais, mais le changement, c'est changer de travail, c'est quitter mon compagnon, c'est Oui. tu vois, tout envoyer valser.
Pas toujours, rassurez-vous. Rassurez-vous, parfois, ce sont vraiment des petits changements au quotidien à mettre en place, à adopter de nouvelles habitudes. Et ça, c'est déjà du changement. Donc non, le changement, il ne prend pas des mois parfois, il suffit juste d'une prise de conscience, de ressentir son corps et d'apprendre à écouter les signaux de son corps. Et pour ça, tu peux aussi donner une impulsion pour accueillir ce changement. On peut inviter par exemple les personnes à se masser sous les clavicules, qui est une zone assez sensible ici. Tu peux te masser sous les clavicules et tu peux te répéter intérieurement ou à voix basse. Par exemple, même si la peur me fige et m'empêche d'avancer, je m'accueille comme je suis. Même si une partie de moi a peur du changement, je reconnais qu'elle essaie de me protéger et je choisis d'ouvrir un espace où le mouvement redevient possible. Je peux avancer un pas après l'autre, aligné, en sécurité et en confiance. Et de pouvoir se répéter ces phrases en massant sous les clavicules, ça permet au corps de sentir qu'il y a de la place pour autre chose que la peur. Wow, merci beaucoup, Pauline, pour cet échange très très riche. Le temps passe vite. C'est fou. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui vous traversez en fait une zone de turbulence, eh bien rappelez-vous que c'est le moment, le signe que quelque chose de nouveau est en train d'éclore. Moi, je vais mettre les liens de Pauline, que ce soit pour ses livres ou pour la retrouver sur les réseaux sociaux, dans la description de l'épisode. Merci à toi, Pauline, pour ce merveilleux podcast qu'on a partagé ensemble. Merci à toi, Corinne, de m'avoir invitée. C'était vraiment un réel plaisir. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode.